Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, l'ouvrage qui a pour titre Avant que ne vienne l'oubli. Évidemment, il y a un petit sous-titre qui dit Quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. Son auteur, Monsieur Laurent Kourouma, nous fait le grand plaisir de nous tenir compagnie. Évidemment, on va parler avec lui de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, le numéro parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Laurent Kourouma, avant que ne vienne l'oubli, quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. C'est quelques 50 ans qui se déroulent au fil des pages de ce récit autobiographique, divisé en 6 parties distinctes. L'enfance et très vite le départ pour d'autres contrées en Afrique de l'Ouest et en France, pour échapper à un enfermement dans ce moule idéologique de l'identité unique et exclusive qu'avaient construite pour ces populations les dirigeants politiques de la Guinée d'alors. Le voyage sera long et initiatique. Il est raconté à chaque étape par des récits émouvants, drôles, émaillés de leçons de vie peu banales. Diplômé de Sciences Po et de l'Institut d'études commerciales de Grenoble, Laurent Kourouma, en 35 ans d'expérience professionnelle, s'est construit une solide source de savoir et de pratique adossée à la maîtrise d'une double culture, celle de l'entreprise et de ses contraintes, celle des organisations travaillant dans l'allègement de la pauvreté et la promotion du développement humain. Bonjour, Monsieur Kourouma. Bonjour, M. Si je Koné. peux me permettre, je vais vous serrer la main. Bonjour, M. Koné. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir Merci. sur le plateau de Parenthèse. Merci. Voilà. Merci. Alors, comme on l'a dit, si vous venez seulement de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, fidèles parmi les fidèles de l'émission Parenthèse, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, on va faire la causette autour de cet ouvrage, avant que ne vienne l'oubli, quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. Alors, on en parle avec l'auteur qui est sur le plateau, Monsieur Laurent Kourouma. Alors nous, on a lu l'ouvrage et on voudrait vous en remercier. Et je ne veux pas me... Alors, j'ai eu un tout premier sentiment tout à l'heure, quand je lisais l'ouvrage, on va dire dès les premières pages, j'ai eu ce sentiment, je dis, oh, si j'avais le pouvoir, j'aurais débaptisé cet ouvrage et j'ai remis un autre titre. Mais ça, c'est la réaction du lecteur que Bien je sûr. suis. Je dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Très bien. Vous savez que ce genre d'exercice-là, en fait, nous, quand on le fait, on est accroché à une idée. Oui, Mais ce n'est pas évident jusqu'au bout. oui. Parce qu'en fait, ce que vous posez comme problème, c'est que même l'éditeur me l'a proposé. Il me dit, M. Kouma, est-ce que ça serait peut-être pas intéressant? Je dis non. Je dis, respectez ce que je dis. Oui. Vous le comprendrez au fil des lignes, en fait. Et si je vous explique la genèse, en fait, de ce manuscrit, Oui. vous aurez la chance de comprendre pourquoi le devoir de mémoire. Mais allez-y, puisqu'on est là, Très bien. pour en parler. C'est quoi la genèse donc de La cet genèse ouvrage est très simple. Au mois de mai de l'année dernière, Oui, j'étais au chevet d'une vieille femme qui se mourait. C'était ma mère. J'ai eu cette chance inouïe, une grâce en fait, oui, de l'accompagner jusqu'aux dernières heures. En partant, elle me dit, bon écoute Laurent, toute force s'épuise, là je suis parti. Mais ce que je souhaiterais de tout cœur, de ta part, c'est que tu n'oublies jamais le bien qu'on t'a fait. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ceux, même ceux qui sont déjà partis. oui, Dis-leur merci pour le bout de temps qu'ils ont passé avec toi sur ton parcours humain. Alors, elle décède donc, je reviens sur Conakry, j'étais à Zélékoré, je Oui. venais de Brazzaville, donc je suis à Zélékoré. Elle décède, je viens à Conakry. À Conakry, j'ai créé une petite structure de réflexion économique oui, et la conjoncture politique et économique que vous savez fait qu'en fait rien ne va. Je me dis, bah, Laurent, tu ne vas pas rester toute une année, t'asseoir comme ça. oui. Je dis, je crois que le moment est venu Mm. d'abord de faire plaisir à ta maman qui te regarde Oui. et à toi-même parce que tu as beaucoup de choses à dire dans ce pays. Tu as quand même approché l'établissement politique de Oui. ce pays et à un haut niveau. J'ai été secrétaire général de l'Association des industriels de Guinée. Oui, J'ai été directeur à Sougifab. oui, Je suis passé par la banque, la BCG. Et à chaque étape, j'apprenais. oui, oui. J'apprenais. Donc ce livre est venu de là. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est un souhait exprimé par une personne qui parle. Respecter la Voilà, la volonté volonté. de quelqu'un qui vous était très cher. Hein. Voilà. La maman, on en profite à l'occasion d'ailleurs pour souhaiter que son âme repose en paix. Merci. Effectivement, vous aviez des choses à dire. Et il y a quelque chose qui intrigue, et ça c'est toujours autour du titre. Vous dites, avant que ne vienne donc l'oubli, quand le devoir de mémoire vous tient prisonnier. C'est-à-dire que pour vous, j'ai envie de dire, pour vous, l'oubli c'est quoi pour vous? Parce que en fait, en gros, quand on lit l'ouvrage, on va venir et on invite tous les téléspectateurs à lire cet ouvrage. Mais je vous dis, quand on vous lit, on s'aperçoit dans le livre que vous n'avez rien oublié. Il y a même des petits détails dans des endroits différents que vous vous rappelez avec précision, les heures, les dates, les jours, etc. Donc, en fait, dans la réalité, il n'y a pas d'oubli. Mais pourquoi, c'est quoi l'oubli déjà pour vous? Ah oui, Monsieur Koné, c'est vrai ce que vous dites. Le problème, c'est que, dans la dédicace que je fais à ce bouquin, je remercie ma maman pour avoir contribué fortement à développer en moi deux facultés hors normes. La mémoire et la capacité d'adaptation. Votre question, ça m'a été posé aussi à Paris, en fait. Et je dis, mais attention, tout ce qui est cité dans ce livre est repris de mémoire. Et chez moi, plus l'événement est daté, plus sa narration est encore beaucoup plus présente. C'est extraordinaire. Avant que ne vienne l'oubli, veut dire quoi? En fait, pour des gens comme nous, il n'y a pas d'oubli. Un moment, on n'en parle pas. Mais un matin, après un choc ou n'importe quoi, les choses reviennent. Donc, avant que ne vienne l'oubli, en fait, je m'adressais à ceci, avant que je le dise au monde, ceux qui m'ont aidé à faire ceci ou cela, sinon moi, je n'ai pas oublié, en fait. L'oubli, c'est quoi? L'oubli, c'est ce passage pour tout le monde qui consiste à ne plus pouvoir remettre dans la mémoire des choses qui sont passées. Peut-être qu'avant que nous vienne le moment où vous ne pourrez plus parler de ça, ou avant que, je dis, ça c'est absolument, on peut être sénile. Voilà, et bien sûr. On peut être sénile, on peut passer dans un autre état qui ne te permet plus, en fait, de pouvoir communiquer, de changer, de tout ce qu'on a dit. Et puis le livre, effectivement, est un outil formidable de raconter, surtout de garder, de laisser la trace de tous ces choses. Alors, en introduction, dans votre ouvrage, il y a quelque chose, et ça c'est dès les premières lignes, qui a frappé le lecteur que je suis. Et j'ai envie de partager ça avec les téléspectateurs. C'est-à-dire, vous dites, il existe des êtres qui font tout sur le tard. Je répète parce que c'est profond, c'est fort. Et je veux dire, quand on aime lire, et puis les expressions, les phrases, on a envie de les saisir, on veut rentrer dans la profondeur de ce qui est dit, de ce qui est écrit. Il existe des êtres qui font tout sur le tard, dites-vous. Ils traversent l'existence avec un calme et une sorte de nonchalance qui frise l'indolence. S'oubliant dans la routine du temps qui passe, ils se laissent dessaisir de la totalité de leur force et de cette énergie en eux qui aurait pu les conduire vers une existence bien meilleure. Je crois avoir longtemps appartenu à cette catégorie d'êtres. Je le répète encore, c'est vrai. Il y a des gens, effectivement, quand vous regardez autour de vous, l'éveil se fait tardivement. Ils ont été témoins de beaucoup de choses, de passions humaines. Mais ils sont là, absents dans ce qu'ils font. Vous vous dites, mais attends, ces êtres-là, ils sont inutiles en fait. Non, ils ne le sont pas. Il y a un déclic parfois qui attend. Et moi, ce déclic, en fait, en dehors de ce que me disait ma maman avant de partir, ce déclic, c'était déjà fait en moi depuis le temps que je dis, mais attends, Laurent, tu as beaucoup de choses à dire dans ce pays. Tu as été témoin de faits. Tu as été témoin de passion. Et puis vous avez vécu des choses. J'ai vécu. Ça, c'est le livre qui le dit. Et les gens me disent, mais ce n'est pas un roman, ça, c'est une autobiographie. Et le décor et les acteurs ont existé. Je ne les ai pas invités et je ne les ai pas inventés. Donc,
Mais pourquoi tu as attendu si tard? Pourquoi ça vient si tard? Parce que le moment n'était pas arrivé, c'est Oui, et tout. puis peut-être aussi qu'il y a besoin de ce recul Absolument. aussi nécessaire. Absolument. Voilà. Donc voilà pourquoi je disais que bon, il y a d'autres qui font tout sur le tard. Mm. Et vous remarquerez aussi, si vous avez lu jusqu'au bout, même à ma maman, je m'adresse à Oui. elle a fait sur le tard, parce que chez nous, on a un problème en fait. J'ai l'impression que les choses éclorent beaucoup plus tard. Oui. Ce n'est pas sur le présent, ce n'est Oui. pas sur l'immédiat. Oui. Donc, le culte de l'immédiateté chez nous, ça n'existe pas. Non. C'est pour ça qu'on serait de bons politiciens d'ailleurs. Bon. Donc, il faut laisser le temps faire Oui. son œuvre. Oui. Il arrive le moment et le jour où vous n'avez plus ce blocus-là, Oui. je Vous crois que libérez, vous vous libérez. Ouais. En tout cas, avant que ne vienne l'oubli, c'est le titre, mesdames et messieurs, de l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse aujourd'hui. Et évidemment, on a, comme d'habitude, vous le savez, on a l'auteur même avec nous sur le plateau pour en parler, Laurent Kourouma. En lisant l'ouvrage, effectivement, on découvre au fil... D'ailleurs, vous donnez une idée de ce que le lecteur va découvrir, parce qu'effectivement, j'ai d'ailleurs pris le temps de noter ça. Vous avez en introduction, vous parlez de aller jusqu'au bout du voyage pour ne pas mourir idiot. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Je dis, et puis effectivement, en lisant ce paragraphe que vous expliquez aussi, nous permet de comprendre, hein, et tout de suite. Et ça continue jusqu'au bout. C'est une histoire de voyage. C'est vraiment, tout le livre est une histoire de voyage donc justement qui va commencer on va dire, à l'intérieur de la Guinée, avec la mutation du père qui est rentré de... Vous pouvez nous parler un tout petit peu de ça, parce qu'effectivement, en sachant aussi que le livre commence par moi, donc vous commencez par votre naissance, et ça c'est fort, parce qu'on est tous nés aussi. C'est pour ça que je dis que c'est un livre d'une humanité extraordinaire, parce qu'effectivement, bon, il y a des choses aussi, pas que le lecteur que je suis n'a pas aimé, mais bon, je veux dire, à chaque fois, quand vous parlez, vous rencontrez, vous expliquez un événement avec une personne, vous tenez à remercier cette personne. Mais au bout d'un moment, le lecteur, enfin, moi j'ai commencé à un moment donné à ressentir que c'était un peu redondant, où je me suis dit, mais voilà, l'auteur aurait pu... Monsieur Koné, oui. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Oui. L'éditeur lui-même. Et mon beau-frère, j'ai un beau-frère à Nantes, il me dit, mais Laurent, tu en fais un peu trop. Je dis, qu'est-ce que ça coûte à un être humain de dire merci à l'autre? Je dis, reproduisez, à l'éditeur, je dis, reproduisez tel qu'il est. C'est vrai, à certains moments, je remercie, je remercie. Mais l'expression de la reconnaissance, même le remerciement, en fait. Parce que tous les actes posés dans ce bouquin, c'est des actes, en fait, ça a l'air anodin. Mais mettez-vous dans le contexte, l'époque. Je prends, par exemple, vous avez touché... C'est un voyage, comme vous l'avez dit. C'est un voyage, il est initiatique aussi. Oui. Quand je sors la Guinée, en fait, mais avant même de sortir la Guinée, nous sommes bacheliers en 1970. Oui. On nous demande d'aller enseigner extramuros à Dubrika. Oui. On arrive à Dubrika, pas de pédagogie particulière. On n'a rien de l'État qui nous dise vous devez faire ceci, cela. Mais je prends le temps de dire, bon, c'est un passage peut-être dans la vie, il faut le prendre à la philosophie. Je rencontre des personnes très charmantes. Des personnes qui, à un certain moment, m'ont accompagné. Ils m'ont donné quelques raisons d'espérer. Et ces gens-là, ils ne connaissent ni ma mère ni mon père. Ils ne savent même pas de qui je suis. Je dis à ces gens-là, merci. Quand je sors de la Guinée, à Siguiri, Mamadi Djubatis, c'est un copain, en fait. J'étais complètement paumé. J'arrive, parce qu'en fait, j'attirais l'attention des gens. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu trop... Alors, bref, je me sentais un peu perdu. L'aventure, j'allais dire, ça allait se clore tout de suite. Alors, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? En général, ce genre de choses, vous dites, bon, on va passer par les lieux les plus passants de la ville. Le marché, le théâtre, tout ce que vous voulez. J'arrive au marché de Séguiri, c'est Mondi que je vois. Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Je lui explique, il me dit, mais viens. Qui vous amène à la maison, la maman qui vous s'occupe super bien alors, de vous. Cette dame, ça c'est reconnu dans le milieu mandingue, en fait, cette culture.
le regard d'une femme sur l'enfant des autres, Oui. c'est extraordinaire. Et l'attention qu'on peut accorder à cet Pendant enfant. 3 jours, tu es là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Je t'ai plus choyé que leurs enfants. Ben oui. C'est des trucs qu'on n'oublie pas. Mm. Il faut dire merci. Oui. Allez, donc peut-être pour situer un tout petit peu les téléspectateurs qui nous suivent, il faut dire que avant que ne vienne l'oubli, donc votre ouvrage raconte un peu votre vie, en gros, en commençant justement par les études, l'ambiance de ces études, ceux avec lesquels vous avez fait ces études, les conditions, etc. Et puis surtout, je veux dire, c'est aussi l'histoire de rêve qui vous habitait, hein, jeune lycéen qui se battait pour avoir le bac, etc., de partir, de poursuivre les études à l'extérieur. C'est d'ailleurs, c'est de là qu'est venue, on va dire, cette envie de voyager et cette curiosité qui vous poussait aussi pour aller, et c'est d'ailleurs pour ça, on l'a dit, vous évoquez l'idée d'aller jusqu'au bout du voyage pour ne pas mourir idiot. Mais justement, et puis bon, ça il faut le dire aussi, vous évoquez dans votre ouvrage aussi au tout début que le pays était dans une situation à l'époque où pour vous, c'était comme si on était dans une espèce de labyrinthe refermé. Le pays était refermé sur lui-même. Et il y avait besoin pour vous vraiment de partir. Et ce voyage, vous l'avez organisé. Il y a beaucoup de personnages quand même qu'on rencontre dans votre ouvrage, que vous avez rencontrés et que la lecture nous amène aussi à rencontrer. Donc vous quittez Conakry pour Sigirim parce que le chemin avait été de passer par Sigirim pour aller à Bamako. On va aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de voyages, comme j'ai dit. Vous arrivez à Bamako. Et effectivement, toujours des situations inattendues, de gens qui arrivent au bon moment, au moment où on perd l'espoir, il y a quelque chose qui surgit et puis les choses se croisent, ça se construit et vous franchissez cette étape. En sachant que, et je voulais le dire parce que ce passage m'a vraiment frappé, c'est qu'à Bamako, vous allez avoir des difficultés à vous inscrire dans une institution d'études supérieures. Oui, effectivement, à l'époque, d'abord, le Mali venait de sortir d'une crise sociale. En fait, 3 ans auparavant, il y avait eu le fameux coup d'État de Moussa Traoré. Vous en parlez dans l'ouvrage. On arrive là, je tombe sur un homme paternel qui est connu dans la ville. Il n'a pas été loin à l'école, mais en matière professionnelle, il était très connu dans le quartier. Il me dit, bon, jeune homme, on va s'occuper de ça. Il m'amène donc à l'École nationale d'administration du Mali, où on rencontre M. Sow, à l'époque, qui était directeur. On lui parle un peu de mon problème et tout, mais ce qu'on avait oublié, mon oncle et moi, c'est que ceux qui étaient au pouvoir au Mali à l'époque voulaient faire la démonstration de 2 choses. D'abord, liquider les côtes obscures, leur État. Tout à fait. Et montrer par A plus B qu'ils étaient aptes à venir sur la scène politique. Donc, les tripatouillages, les regards bizarres, là, ce n'était pas leur problème. M. Sow l'a expliqué. La réponse était non. La réponse était non, mais gentiment dit. Oui, vous le dites, voilà, gentiment dit. Poliment. Poliment, alors. Donc, toutes les relations couronnées du carnet d'adresse de mon oncle sont passées comme ça. Voilà. Donc, mais il y a quand même de belles rencontres avant tout ça. J'arrive dans une ville où je ne connais personne et personne ne me connaît. Sur qui je tombe, c'est un prélat de haut rang. Oui, vous le dites. L'archevêque de Bamako, Luc Sangaré, Monseigneur Luc Sangaré. Qui m'écoute pendant 30 minutes. Et qui vous oriente. Il m'oriente, il me regarde. En passant, il m'a fait un sourire. Je ne l'ai pas oublié. J'arrive chez un oncle paternel qui est là. Bon. On arrive, cet oncle paternel, bon, taciturne, ce n'est pas un homme expansif de nature. Mais il est très porté en fait sur les regards traditionnels. Quand il me regarde, il dit, mais écoute Laurent, qu'est-ce que tu ressembles à mon grand-père, à mon père. Il a fait en fait, il a transposé parce qu'en fait, il voulait montrer en fait que j'appartenais à une lignée aristocratique. Oui, vous en parlez d'ailleurs dans le truc. Lignée aristocratique pour quelqu'un qui vient de Guinée, où on a aboli en fait cette histoire-là, ça me semblait un peu curieux. Mais non. Je l'ai écouté pendant des heures. Il dit, ah, que tu ressembles à mon grand-père. Son père plutôt à lui, quoi, il appelle. Or, mon grand-père, effectivement, c'était l'avant-dernier chef de canton. Avant, c'est Ounia Koli, les Koli, donc c'est des frères.
Quand je regarde ça, je dis, bon, écoute, nous, on sort du moule révolutionnaire, là, en fait, dans la trajectoire de notre histoire, là, on a aboli ce genre de considération. Mais avec le recul, plus je passais de ville en ville, d'homme en homme, j'ai compris qu'en fait, on a eu beaucoup de choses de perdues, en Oui, fait. vous en parlez Voilà. un peu Voilà. dans l'ouvrage. Donc, je rencontre des hommes, je me mets dans des situations telles que les réponses à ces situations, parfois, ne sont pas toutes faites. Oui. Il faut parfois amener les gens à créer. Mm. Et c'est dans ça que l'aventure est vraiment initiatique. Ouais. Oui, tout à fait initiatique, oui. Ouais. Avant que ne vienne l'oubli, mesdames et messieurs, donc le titre de l'ouvrage bon, écrit par monsieur Laurent Kourouman, notre invité, pour le compte de ce numéro. Alors, je dis que c'est un ouvrage de voyage, hein, parce que le voyage, il ne s'arrête pas à Bamako, il ne fait que commencer. De là, on va partir à Abidjan. Et puis peut-être, avant d'y aller, je veux dire, je suis passé là-dessus, mais c'est une jeunesse, on va dire, dynamique, bouillonnante, enfin, que vous racontez aussi à Conakry, parce qu'effectivement, il va y avoir un lien. Rapidement, petite chose que je voulais souligner, parce que bon, moi, ça m'a parlé, ça, c'est que petit séjour à Bamako, bon, vous êtes sorti une fois avec la voiture de cet oncle, et ben, sans permis, sans aucun papier, aucune sorte de papier, et puis bah, évidemment, vous devenez, bon, par circonstance, comme ça, là, ben, le coursier de la famille. Connais, quand vous êtes en aventure, il faut lâcher prise. Oui. N'obéissez pas à vos élans spontanés pour n'importe quoi. Apprenez à regarder, à comprendre Oui. et à accepter parfois. C'est vrai qu'après ce tour-là de Bamako avec mon oncle, bon, je me disais, écoute, pour comprendre mieux mon attitude, je peux venir quelques moments en arrière. Quand nous étions ici à l'époque, la mode c'était quoi? Sortir de Guinée, aller, quand nous étions gosses d'ailleurs, au lycée ici, je parle de ici, des gars comme les Nyari Mamadou, qui a été ministre chez vous, les Bassi Radio qui sont à Washington, mais c'est des copains, on était déjà admiratifs devant tout ce qui était expression chez l'étranger. Il y avait un journaliste sénégalais de l'époque qui a bercé notre enfance, Ahmed Bachir Konta. Aujourd'hui, alors je vous parle, même ces gens-là, quand on se rencontre, allô Bachir, allô Bachir, allô Bachir. Donc on avait envie d'aller voir ailleurs. On arrive à Bamako, je suis abasourdi, je suis tenu par un journaliste malien qui avait une voix radiophonique extraordinaire, Abdel Karim Dravé. Quand il parlait, c'était extraordinaire. Donc moi, j'étais toujours en train de regarder. J'ai été admiratif chez les autres. Bamako, on finit, on arrive donc à Abidjan. Abidjan, c'est là où en réalité l'aventure commence. On arrive à l'époque, s'inscrire dans une fac à Abidjan, ça relevait de la Croix et la Bannière. La Croix et la Bannière, oui, effectivement. Tu as tout ce monde étudiant. Et d'ailleurs, on découvre dans l'ouvrage qu'effectivement, à la même époque, vous n'étiez pas le seul dans cette situation. Non. Et puis, au cours, je veux dire, au fil des pages, c'est impressionnant et incroyable de se rendre compte le nombre de Guinéens, de jeunes, d'intellectuels qui ont parcouru tous ces pays-là, qui ont servi pour beaucoup d'ailleurs, qui se sont installés. Et puis c'est impressionnant quand vous arrivez dans un pays, là on va en parler, il y a le Gabon, en plus de la Côte d'Ivoire, bien entendu, ça c'est vraiment du côté du retour. Je ne suis même pas très pressé d'arriver à Grenoble. Mais je veux dire, il y a la rencontre aussi de l'oncle Souleymane Coly. Donc moi j'ai été, ça va être une parenthèse dans la parenthèse, je veux dire, moi j'étais ravi de découvrir que vous aviez un lien avec Feu Souleymane Coly, paix à son âme, avec qui j'ai eu le bonheur, la bénédiction de travailler pendant les 3 dernières années de sa vie qu'il a passé en Guinée. Mais c'est impressionnant, fait que des personnes dans la famille soient avec lesquels on peut être proche et qui peuvent être déterminants pour notre construction, pour notre vie en réalité. Dans le cas d'espèce, le Souleymane Coly, ce n'est pas le personnage que je rencontre, il fait partie de ma vie. Dans sa descendance directe, même père, même mère, il a eu un frère qu'on appelait Daouda qui est mort très tôt. C'est Daouda et moi, on était inséparables. Il a fait un transfert d'affection en fait. Il est un homme comme tout le monde en fait. Mais c'est le seul qui, à un moment de ma vie, m'a dit fais ça, fais ça,
fais ça, ne fais pas ça. Il y a quand même 7 ans entre lui et moi, en fait.